Bonjour, je suis Ingrid pour les drôles de dames du maternage et je suis aujourd'hui avec Michel Audin. Bonjour, je vous écoute. Et vous expliquez amplement dans votre livre que le processus de la naissance a été profondément modifié depuis quelques dizaines d'années. C'est très difficile de dire à partir de quand le processus de la naissance a été modifié. Et je serais tenté de dire que pour comprendre la crise actuelle, il faut comprendre la crise précédente. Et la crise précédente, c'est ce qu'on appelle la révolution néolithique, c'est-à-dire l'avènement de l'agriculture, de l'élevage, c'est-à-dire l'époque où nos ancêtres ont dominé la nature. Il faut partir de cette période qui se situe, disons, a commencé il y a environ 10 000 ans, très récent dans l'histoire de notre époque, 10 000 ans. Eh bien, ce qu'il est important de rappeler aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé à cette époque, d'une façon générale, mais en particulier en ce qui concerne la naissance des bébés. Avant la révolution néolithique, on a assez de documents à notre disposition pour dire qu'en règle générale, les femmes s'isolaient pour accoucher. Je pourrais citer des documents, mais il y en a un nombre suffisant pour que la liste soit trop longue. On a assez de documents pour dire qu'en règle générale, quand une femme sentait que c'était le moment d'accoucher, elle se séparait du groupe. Elle allait dans un buisson, elle se séparait du groupe, elle s'isolait comme les mammifères en général. Eh bien, le grand tournant, le tournant important, c'est cette révolution néolithique qui, d'une façon générale, fait référence à cette époque où nos ancêtres, en introduisant l'agriculture, l'élevage, ont aussi commencé à contrôler, à dominer des processus physiologiques humains, en particulier ceux relatifs à la reproduction, ont organisé en quelque sorte la reproduction humaine. Et c'est à cette époque-là que la naissance a été de plus en plus socialisée. Ça a commencé par l'avènement de la sage-femme. La sage-femme qui est devenue en quelque sorte l'agent du milieu culturel, transmettant des croyances, des rituels. Et puis, dès l'instant où il y a eu socialisation, il y a eu très souvent le contrôle de ce processus de l'accouchement par des institutions. Par exemple, il y a une époque où l'institution religieuse essayait de contrôler l'accouchement. On peut citer par exemple l'époque en Europe occidentale, on a beaucoup de documents surtout en Bretagne par exemple, mais aussi en Grande-Bretagne, où c'était l'Église qui désignait la sage-femme. Ah oui. La sage-femme, c'était celle qui savait baptiser un bébé qui éventuellement mourrait dès la naissance. Donc toutes les institutions ont essayé à leur façon de contrôler l'accouchement et de socialiser de plus en plus l'accouchement, jusqu'à la forme ultime de socialisation de l'accouchement. Je répète, cette socialisation, pour la comprendre, il faut la prendre à son départ, à la révolution néolithique. Mais sa forme ultime de socialisation, c'est la médicalisation. Et ce qu'on peut observer au cours finalement de l'histoire humaine, c'est que plus on a socialisé l'accouchement, et plus on l'a rendu difficile. Ça a été l'effet de croyances, de rituels. Et plus on l'a rendu difficile, et plus on a aussi oublié que le nouveau-né a besoin de sa mère. Ça va ensemble, tout ça. Par exemple, parmi les croyances dans la période périnatale les plus répandues partout dans le monde, il y a la croyance selon laquelle le colostrum est mauvais pour le bébé. C'est-à-dire le colostrum, c'est ce que le bébé peut trouver dans le sein dès l'heure qu'il suit la naissance. Presque toutes les sociétés, jusqu'à une date récente, jusqu'à ce que la science se mêle de la question, dans presque toutes les sociétés, on a retardé l'initiation de l'allaitement maternel, souvent après 2 ou 3 jours. Ça, c'est l'effet de la socialisation. Alors qu'on sait aujourd'hui, par la science, qu'un bébé peut trouver le sein de sa mère dans l'heure qu'il suit la naissance. Donc, il y a eu un effet de socialisation progressif. Et puis là, aujourd'hui, avec la médicalisation, on atteint, semble-t-il, une phase ultime. Aujourd'hui, on peut expliquer, avec le langage scientifique actuel, pourquoi nous sommes à une limite.
Il n'y a pas seulement pour l'accouchement. Hein. Le contrôle de la nature atteint une limite d'une façon générale, mais en ce qui concerne l'accouchement en particulier. Alors comment expliquer que nous avons atteint des limites? Il y a plusieurs façons de dire atteindre des limites. On peut le présenter d'une façon pessimiste, nous sommes au fond de l'abîme. On peut le faire difficile d'en sortir. On peut le présenter d'une façon optimiste, nous sommes au bord du précipice. C'est plus optimiste, on peut encore changer de direction peut-être. Mais nous avons atteint des limites dans le contrôle par le milieu culturel de l'accouchement. Alors comment expliquer cela? Eh bien, on peut expliquer par exemple que selon la science moderne, les hormones qu'une femme doit libérer pour mettre au monde son bébé, quel que soit leur nom, ce mélange d'hormones, c'est considéré comme un flot d'hormones de l'amour. Pour mettre au monde un bébé, les mammifères en général, mais les femmes en particulier, doivent libérer ce qu'on peut considérer aujourd'hui un cocktail d'hormones de l'amour. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est-à-dire à l'époque où on dispose de perfusion d'ocytocine synthétique, l'hormone ocytocine est considérée comme le type même des hormones de l'amour, on connaît bien ses effets comportementaux aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui mettent leur bébé et le placenta, qui mettent au monde le bébé et libèrent le placenta grâce à la libération d'un cocktail d'hormones de l'amour. Il y en a très peu. Et puis il y a toutes celles qui accouchent par césarienne sans libérer d'hormones. Du tout. Donc on a atteint des limites. On n'a plus besoin des hormones de l'amour dans cette période-là. C'est nouveau. On a atteint la phase ultime. On peut expliquer d'autres façons qu'on a atteint une phase ultime. C'est de rappeler que là, selon la science moderne, idéalement, un nouveau-né, dès la naissance, a besoin d'être colonisé par des millions et des millions et des millions de microbes, mais qui sont a priori des microbes familiers pour la mère, importants dans l'espèce humaine, parce que ce qui caractérise le placenta humain, c'est sa capacité à transférer vers le nouveau-né, vers le fœtus d'abord, plutôt vers le fœtus, à transférer des anticorps qu'on appelle IgG. Eh bien, on peut expliquer que jusqu'à une date récente, immédiatement après la naissance, le système immunitaire des bébés humains était éduqué, programmé, par l'effet de millions de microbes qui lui étaient familiers, puisqu'ils étaient familiers pour la mère. C'était comme ça. Depuis début de l'histoire de l'humanité, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, soudain, on doit réaliser qu'on atteint des limites, c'est différent. Aujourd'hui, la plupart des femmes mettent au monde leur bébé dans un environnement qui n'est pas familier sur le plan bactériologique. Les corps des bébés ne sont plus colonisés immédiatement par des microbes familiers, donc amicaux, pour des raisons évidentes. Une femme n'accouche pas dans un environnement qui leur est familier, mais aussi pour d'autres raisons. Beaucoup de bébés sont exposés aux antibiotiques dans la période de la naissance, quelle que soit la condition pathologique que l'on veut éviter. Et bien entendu, il faut penser à tous les bébés qui ne naissent pas aujourd'hui par la voie périnéale, par le périnée, c'est-à-dire cette zone corporelle très riche sur un plan bactériologique. Eh bien, là encore, si on prend cette perspective, on pourra en prendre d'autres. On a atteint des limites. On est à la limite. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Quel que soit. Donc, il faut poser des questions. Pendant combien de temps on peut continuer comme cela? Il faut poser des questions. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le point important dans mes livres, ce sont les points d'interrogation. Réaliser la situation actuelle, et pour comprendre la situation actuelle, il est indispensable d'évoquer le début de la socialisation de l'accouchement. Quand la socialisation a commencé il y a environ 10 000 ans, avant les femmes s'isolaient pour accoucher. Voilà, c'est un point. Alors maintenant, on peut poser des questions concernant la crise actuelle. L'identifier, la comprendre, la faire comprendre. Il faut faire comprendre aussi que, d'une façon générale, la période de la naissance,
c'est la phase de la vie humaine qui a été le plus profondément bouleversée au cours de ces dernières décennies. Vous posiez la question à propos de l'effet de la médecine. Alors ça, c'est la médecine récemment, parce que la socialisation s'est accélérée par la médecine. Voilà. Eh bien, on peut dire aujourd'hui que la période de la naissance, c'est la phase de la vie humaine qui a été le plus profondément bouleversée depuis quelques décennies. Une très courte période dans l'histoire de notre espèce. Et que cette courte période, selon plusieurs disciplines scientifiques émergentes et à développement rapide, cette courte période est critique dans le développement de l'individu. La notion de période critique est aussi utile pour comprendre ce qui se passe. Au début, il s'agissait d'un concept introduit par ceux qui observaient les animaux en général, y compris les humains, qui nous disaient dans la période de la naissance, elle est critique pour l'attachement mère-bébé. Mais aujourd'hui, ce concept de période critique est repris par des disciplines telles que l'épigénétique, qui étudie comment les gènes apprennent à s'exprimer ou à ne pas s'exprimer, la bactériologie moderne, la microbiologie moderne, et puis qui étudie, utilise des méthodes les méthodes des généticiens pour mieux comprendre le monde des microbes. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une part, il n'y a pas de phase de la vie humaine qui a été plus modifiée que la période de la naissance, et que d'autre part, des disciplines scientifiques émergentes à des évolutions rapides nous disent que cette période est critique dans la formation de l'individu. Eh bien, comprendre cela, c'est comprendre un ensemble de questions. Comprendre cela, c'est dire, mais faut-il s'attendre à une évolution d'Homo sapiens en relation avec la façon de naître? Beaucoup de façons de poser cette question. J'ai choisi une perspective, j'aurais pu partir d'une autre perspective. Je donnais un autre exemple d'autres perspectives qu'il faut savoir mêler à celle que je viens d'utiliser. Il est habituel de dire, parmi les scientifiques qui s'intéressent à l'évolution humaine, et il est habituel de dire qu'à partir du moment où nos ancêtres se sont séparés des autres membres de la famille des chimpanzés, et bien progressivement, le périmètre crânien a augmenté. Le cerveau, le volume du cerveau, ce qu'on appelle le neurone, a augmenté, jusqu'à certaines limites. Des limites que souvent les scientifiques de l'évolution appellent une espèce de goulot d'étranglement. Il y avait des limites à partir desquelles le volume du cerveau humain ne pouvait plus augmenter. Les limites, c'était les dimensions du bassin féminin, du bassin de la femme. Il y a eu un moment où, si la tête était trop grosse, le bébé ne pouvait pas naître. On s'arrêtait là. Donc, il est habituel de rappeler dans les milieux d'évolution qu'on a atteint des limites au-delà duquel le développement du cerveau humain ne peut pas progresser. Mais c'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on dispose partout dans le monde de techniques faciles, simplifiées, très sûres, on pourrait dire, à court terme, de techniques de césarienne. Aujourd'hui, si un bébé a une tête relativement volumineuse par rapport aux dimensions du bassin de la mère, ça n'empêche pas de naître, on dispose de la césarienne. Mais voilà encore un autre facteur absolument nouveau dans l'évolution de l'espèce humaine. Il n'y a plus de goulot d'étranglement. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre, dans les siècles qui viennent ou les millénaires qui viennent, à une augmentation du périmètre crânien moyen de l'espèce humaine, dans l'espèce humaine, c'est-à-dire au degré d'encéphalisation? Voilà. On est à une période où tout ce qu'on peut faire, c'est poser des questions. Prématuré pour apporter des réponses. Très souvent, ce qui se passe, ça n'a été imprévu. Il y a toute une question de prise de conscience, etc. On ne sait pas où ça nous mènera. Mais voilà pourquoi, actuellement, et en particulier dans mon dernier livre, l'important, ce n'est pas tellement les mots qui sont inclus dans le titre, l'important, c'est les points d'interrogation.
c'est la multiplication des points d'interrogation. C'est pour ça que je teste des titres possibles selon les pays, Ah oui, d'accord. selon les pays, selon les milieux culturels. Oui. En Grande-Bretagne, on s'intéresse beaucoup aux sages-femmes, on les connaît bien. Ben, je choisis un titre. En France, j'ai préféré élargir. L'humanité survivra-t-elle à la médecine? Mais l'important, c'est le point d'interrogation. Merci beaucoup Michel Audin. À bientôt. À bientôt dans une autre vidéo.